Samedi 19 septembre 2020, l'écrivain, musicien, vidéaste et photographe Camille de Toledo était invité à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage Thésée, sa vie nouvelle aux éditions Verdier. Bon, merci Camille pour ce voyage un peu particulier, dans des conditions si particulières que tout le monde connaît. Et voilà. Je suis très, très heureux et très ému d'être à tes côtés. C'était il y a une huitaine de jours. J'étais avec Laurent Mauvigné à la même place. Vous êtes tous les deux sur le prix Médicis. Toi, en plus, tu es sur le Goncourt. Formidable. C'est à la fois un bel emplacement et une belle reconnaissance. Et d'ailleurs, nous avons choisi d'accueillir au moins 6 ou 7, je crois, des écrivains retenus et des romans retenus par le prix Médicis. Et tu seras, je crois, presque le seul que le jury avec Emmanuel Carrère, que le jury du Goncourt a retenu en cette saison. Il n'empêche que si tu peux obtenir cette chose suprême, ce sera formidable pour toi. Et donc, nous te souhaitons un grand destin. Comme je le disais pour Laurent Mauvigné la semaine dernière, on a beaucoup de fils à tirer. Alors pour Laurent, c'était plein de fenêtres par lesquelles on pouvait rentrer. Pour toi, évidemment, la métaphore du fil est beaucoup plus évidente. Et bon, on ne les tirera pas tous. Je ne sais pas comment on va se débrouiller dans cette conversation. Et au bout de la conversation, on laissera la place à des questions, parce que tu as de nombreux lecteurs fidèles, et donc de nombreux lecteurs qui déjà, ici, ont lu Thésée, sa vie nouvelle. Donc nous laisserons des places aux questions. Et puis on va parsemer ce dialogue de lecture. Je vais juste faire quelques rappels, parce que bon, ce n'est pas ta première visite à Ombre Blanche, et on ne va pas les énumérer toutes, mais la première était pour le Hêtre et le Boulot en 2009, essai sur la tristesse européenne, une forme de méditation sur l'Europe et à partir de la chute du mur, et ce grand chantier déjà de l'oubli et de la mémoire. Donc la chose que tu viens de donner sous la couverture jaune de Verdier vient continuer encore ce travail alors un peu de sape et un peu de sédimentation, un peu des deux, enfin en tout cas cette grande méditation qui est la tienne sur cette obsession européenne. D'ailleurs, tu dis que tu es un citoyen européen avant d'être un citoyen français. Je crois que j'ai lu ça quelque part. Hein. Il m'arrive d'écrire écrivain européen de langue française. Écrivain européen, c'est ça, voilà. Oui, j'ai été élevé avec cette idée-là, avec des familles et des branches qui convoquent un certain nombre d'histoires croisées de l'Europe, des membres de ma famille qui étaient d'Italie, de Altamura, d'autres des membres qui étaient de l'Empire ottoman, qui sont venus ensuite en Suisse. Voilà, il y a des Français, disons... de Lyon, donc tout ça croise aussi l'histoire du XXe siècle. Donc je pense qu'on est un peu tous et toutes aujourd'hui comme ça, des fruits d'un certain nombre de croisements, de déplacements, d'exil, de mémoires croisées, comme j'aime à le dire, et sans doute que ça a été un effort chez moi de me dire, au-delà de ce que l'on appelle Europe dans les journaux, ou ce que les pères fondateurs de l'après 45 se sont mis à nommer Europe, je crois que ça a une histoire bien plus vaste, bien plus longue, qui passe par la Renaissance, qui passe par le romantisme allemand, qui passe par la Révolution, Et je crois qu'il y a une poétique de ces espaces croisés qui d'ailleurs en fait engage également l'histoire coloniale et post-coloniale, que l'Europe est devenue un lieu de traduction, et c'est toujours comme ça que j'ai essayé de l'habiter, quoi.
ton dernier passage, c'était pour Herzl, une histoire européenne. Donc, où déjà, là, tu ouvres ce chantier que tu vas creuser, hein, ce chantier de la grande histoire juive et qui croise ton histoire familiale et que tu creuses dans ce Thésée. Et je ne peux pas omettre, oublier, trahir, puis disparaître, parce que finalement, dans le livre dont il va être question, il y a oublier, il y a trahir, il y a disparaître. Voilà. Et ça, c'était en 2014, et c'était chez cet éditeur, la librairie du XXIe siècle, Maurice Hollander, qui t'a accompagné, ou peut-être qui t'accompagnera encore un peu, nous verrons. Ouais. C'est un éditeur voilà, que je souhaite à beaucoup. C'est un formidable éditeur. On a cheminé ensemble. Là, maintenant, vous allez peut-être le voir, puisque j'ai vu qu'il éditait le livre de Lionel Jospin. Donc, il a ouvert d'autres voies dans sa vie d'éditeur. Mais c'est pas dans sa librairie. Mais je l'adore et c'est quelqu'un de merveilleux. Et voilà. Donc, ce livre dans cette constellation qui est la tienne, et donc qui dit constellation dit une forme de rapport un peu à l'infinitude, donc il y aura encore beaucoup de choses qui vont compléter ce portrait que l'on peut imaginer et de toi et de ton Europe historicisée et imaginaire qui t'obsède, hein, et qui nous obsède tous, comme tu le disais, histoire, les langues, les frontières, les violences, l'extermination, l'inquiétude qui monte, mais la vie. Voilà. Je crois que de toute façon, c'est le titre, hein, Sa vie nouvelle. Je te propose peut-être de lire d'abord l'introduction, si tu veux bien, pour nous mettre un peu dans le bain. J'ajoute juste un mot, mais d'abord merci infiniment. Merci à toutes et à tous d'être là, présents, malgré ces conditions compliquées. Je suis très reconnaissant. Certains, on se connaît et depuis des années, on se suit, on dialogue, et notamment toi, Christian, merci infiniment aussi de ton accueil, puisque tu m'as invité au fil des années, et quand on trace un sillon qui commence à faire sens pour quelques personnes, c'est toujours précieux, parce qu'on est un peu moins seul avec ce que l'on porte. Je vais vous lire les premières pages de Thésée, donc Sa vie nouvelle. Simplement dire que ça démarre, ça commence presque comme une prière, comme une incantation, une adresse, que c'est un livre qui dialogue avec le sacré, ce qu'il y a de sacré dans le vivant, ce qu'il y a de sacré dans ce que je nomme dans le livre la matière humaine, qui a été, comme Christian, tu le disais, bien brassée, bien maltraitée parfois, bien détruite au cours du XXe siècle. Et sans doute que Thésée, Sa vie nouvelle, a comme objet, comme objet d'attention, d'enquête, de comprendre ce qui traverse la matière humaine. Et voilà. Alors donc c'est un peu comme une prière aux frères. Et ça commence ainsi. Toi, mon frère, dis-moi, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Tu es né le 26 janvier 1973. Quelques mois après ta naissance, ce fut le premier choc pétrolier qui annonçait la fin d'un monde, de l'énergie infinie. Après plus de 30 ans d'une crise du capitalisme, tu as rendu ta vie et je suis depuis ce jour ton survivant, celui qui porte sur son dos l'énigme de ta mort. Une énigme qui traverse les âges et les frontières, une perte et un manque auxquels se nouent d'autres histoires venues du passé, qui laissent apparaître un fil fragile. Et lorsque je le tire, ce fil, voilà ce qu'il révèle. Que nous sommes un continuum de désastres et d'effondrements, et cette enveloppe que nous appelons corps, que nous revêtons, soignons et vénérons, n'est rien qu'une cristallisation de liens qui peuvent, dans l'exil, la vieillesse ou l'accident, se dissoudre. Un frère, une mère, un père, une langue, l'empreinte d'une ville où nous avons appris à aimer, le souvenir des forêts autour d'un village enfant. Quand nous perdons nos liens, mon frère, nous tombons. Et moi, après ta mort, je suis tombé. J'ai été battu et traversé par d'étranges forces venues du passé. Il n'y avait plus de jour pour moi, plus de lumière. J'ai dû retrouver vos visages,
revisiter l'histoire dont nous sommes nés. J'ai été, en suivant ces forces, contraint de replonger dans ce temps absurde et amnésique des 30 Glorieuses. Puis j'ai dû retraverser la guerre jusqu'aux tranchées de l'autre siècle, plonger dans les eaux du temps, éclairer les mensonges dont nous sommes les enfants. Tu vois, mon frère, pour ne pas mourir, j'ai dû entreprendre un voyage au cœur de la nuit, dans les plis du corps, dans les strates du temps, afin de comprendre ce qui t'a pris et répondre à cette mauvaise question qui finit par renverser tout ce à quoi je croyais, moi, le moderne, l'enfant de la prospérité, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue. Car avec cette question s'ouvre le récit archaïque qui coupe entre les âges et ricoche de vie en vie, du passé vers l'avenir, l'avenir. C'est en fait écrit comme ça sur la page, posé comme ça sur la page. Et en fait, le texte, on en reparlera, mais bon, très vite ensuite, c'est du texte plein. C'est comme une entame, en fait, une ouverture, ou si vous voulez, ce qui se pratiquait d'ailleurs dans à plusieurs moments de l'histoire littéraire. C'est une première entame qui dit la dimension, disons, presque aventurière de cette enquête, quoi. Alors, et moi, après ta mort, je suis tombé. Il y a deux manières de s'échapper du dédale. Alors, il y a une manière à laquelle je n'ai pas pu ne pas songer, c'est avec l'aide du père, c'est grimper au-dessus et c'est voler, c'est grimper sur le labyrinthe et c'est voler avec les ailes de cire, donc voler au-dessus, et puis c'est se brûler les ailes et c'est tomber, mourir, c'est Icare. Et tu écris aussi, et lorsque je le tire, ce fil, etc. Donc toi, c'est rester au cœur du labyrinthe, c'est affronter la bête jusqu'à la vaincre, et puis peut-être sortir, pas sûr, mais en tout cas tenter de sortir, et c'est Thésée. Et toi, tu as choisi Thésée. Tu aurais peut-être pu choisir Icare ou... Non, je pense pas. Mais ce que je vais vous dire également, c'est que avant d'en venir à la dimension, disons, où ce déplacement vers le mythe, en fait, de ce narrateur qui porte le nom de Thésée, qui est un double. J'ai eu souvent des doubles dans mes livres. Dans Vie potentielle, c'était Abraham, c'était le narrateur qui se nommait Abraham. Il y a souvent des liens d'ailleurs soit avec la mythologie, soit avec la Bible. Dans Oublier, trahir puis disparaître, que tu as eu la gentillesse de citer, parce que c'est un livre qui a été pour mes yeux trop peu lu, et c'est un beau livre, très beau livre, et très, très simple, et très, d'une traversée de l'Europe déjà. Et mon double, c'était le vieil Européen et l'enfant, puisque c'était un couple, un duo. Vous dire qu'en fait, avant d'en venir à la dimension, disons, de la littérature, du mythe, je ressors, moi, de quelques années d'obscurité profonde et d'empêchement. Là, vous me voyez marchant, à peu près. Mais voilà, j'avais perdu mes capacités physiques. J'avais un corps sarcophage, comme je le dis parfois. Et j'ai dû interroger cet état. L'enquête de Thésée part aussi de là, de ce matériau, d'un corps symptôme qui ne veut plus marcher, qui est paralysé par des peurs qui ne datent pas de ma naissance, ni qui viennent de plus loin. Et donc c'est la quête ou l'enquête pour essayer de comprendre ce qui me traverse. Et je crois, en tout cas les échos qui me reviennent des lectures de ce livre, c'est que ce qui traverse ce corps symptôme, qui a été le mien pendant quelques années, et qui j'espère est en train de nouveau de se transformer pour métaboliser le XXe siècle, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai aussi beaucoup vécu. C'était comme une métabolisation physiologique de ce qu'ils m'ont laissé. Je dois également ajouter à ça que ce corps s'est mis à s'effondrer après donc le suicide d'un frère et la mort, je dirais presque par synchronie, c'est-à-dire que ma mère est morte par synchronie le jour anniversaire de son fils aîné, donc son corps a lâché. Et il y a eu beaucoup d'autres synchronies dans mes généalogies. C'est progressivement aussi ce mystère de la matière, ce qu'on pourrait dire des rythmes, cette énigme du vivant qui tout d'un coup frappe à certaines dates
et quelle énigme ça nous laisse. Et j'ai fait face à cette dimension très très mystérieuse du vivant. J'en ai ensuite, et pas dans le livre, mais j'en ai ensuite fait l'histoire. Et il faut dire que on n'est pas seul avec ça. Il y a des psychanalystes, notamment Carl Gustav Jung, qui s'était intéressé à ces choses-là très tôt. Il y a des Viennois de l'époque de Jung qui s'étaient intéressés à ces choses. Il y a ce que les surréalistes appelaient les hasards objectifs. Donc c'est une vieille énigme qui traverse le vivant. Arthur Koestler également s'est intéressé à ces choses dans les caprices du hasard. Donc ça traverse l'histoire scientifique, psychologique et voilà. Et donc le livre et le corps que j'avais a fait avec ça, avec cette sorte d'énigme de la matière, et cherche à tirer les fils. Donc là, on en revient à Thésée. Voler, c'est ce que je crois il essaye de faire, ce narrateur, puisque le premier mouvement du livre, c'est un départ, donc c'est une tentative d'oubli. Je ne sais pas, peut-être certains l'ont lu ou déjà. D'accord. Donc, vous me pardonnez si je reprends certaines choses pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu. Mais donc, il y a ce premier mouvement qui est de départ, d'oubli, d'effacement. Et puis, voilà, avec ce Thésée qui part avec ses enfants vers une ville de l'Est, mais qui est sans jeu particulier, qui est Berlin, qui est la ville où je vis depuis maintenant 12 ans. Voilà, et donc le volet non, mais certainement, il y a eu cette tentative de sortir. Je regardais l'étymologie du mot labyrinthe, un peu avant de venir vous voir, mais le labyrinthe tue deux fois et de deux manières. Il tue parce qu'il y a le monstre, il y a le Minotaure, Astérion, comme disait Borges, et puis il y a le fait que vous n'arrivez pas à en ressortir. Donc ça vient du mot hache, c'est hache à deux lames. Donc ça vous tue deux fois. Et oui, ça s'est imposé petit à petit, cette histoire de Thésée, notamment parce que c'était aussi une histoire... j'avais une mère qui n'était pas très présente, même si elle dirait le contraire, si elle m'entendait. Mais comme j'ai beaucoup dialogué avec les morts, j'essaie de voir ce qu'elle pense. Mais oui, elle était quand même... Oui, c'est ça. Elle travaillait beaucoup, voilà, c'est ça. Et donc, il y avait une autre mère qui était là pour nous. Mais elle me lisait parfois des histoires. Et parmi les histoires qu'elle m'a lues, il y a ce Thésée qui est resté très ancré en moi, avec beaucoup de signification pour celles et ceux qui connaissent cette histoire, beaucoup de signification et d'écho. Alors le plus j'en dis un, si vous voulez, on en dira d'autres, mais c'est cet effroi ou ce souvenir d'enfant quand on vous lit cette histoire, où il y a le triomphe, il y a la victoire contre le monstre, et dans cet élan pour revenir, il y a d'ailleurs accessoirement il laisse Ariane, ce qui est déjà pas du tout aussi heureux qu'Ulysse. C'est une histoire bien moins... Ulysse, bon voilà, Pénélope est restée, elle a préparé à manger, il y a quelque chose de très genré, un peu à l'ancienne, quoi. Chez Thésée, c'est plus sauvage que ça, c'est plus transgenre, c'est plus mélangé, parce que Ariane ne l'attend pas, et donc il y a ce premier, en quelque sorte, écart, et le deuxième, c'est celui de se tromper dans la couleur des voiles, avec donc le père qui devance la peine. Et moi, dans cette tentative que j'ai eue d'expliquer le suicide, parce que je mentionne des suicides à répétition, il y avait ça, cette question de est-ce que l'on peut vouloir mourir pour devancer la peine. Je crois que ça renvoie à l'histoire de Talmaï dans le livre. Donc voilà, Égée qui se jette dans la mer. Et il y a un autre point qui m'intéresse beaucoup dans ce mythe de Thésée, c'est le tribut que paye Athènes, cette ville qui doit devenir libre, c'est-à-dire qui doit se libérer du passé. Donc là, nous autres, les enfants du XXe siècle, il faudrait qu'on arrive à se libérer de ce temps et de son inertie. Et vous vous souvenez qu'Athènes paye le tribut de 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes. C'est-à-dire que c'est la jeunesse qui paye la dette de l'histoire, en fait. De l'histoire de la défaite, de l'histoire de la guerre. Et voilà, et l'ouverture du livre, c'est une citation de la Bible qui dit « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées ». Et donc il y a vraiment d'emblée, en fait, dans le livre, cet horizon qu'on appelle aujourd'hui transgénéalogique. Et voilà, et ce signifiant de Thésée, c'est
celui qui vient mettre fin au cycle de la dette, au cycle du tribut que payent les jeunes générations. Pardon, ça m'émeut de penser. De l'histoire. Voilà. Je vais quand même encore continuer un peu sur le titre, mais sur la deuxième partie. Sa vie nouvelle. Nous viendrons à ce que tu viens d'évoquer très, très rapidement, c'est-à-dire on va rentrer, mais on est encore un peu au dehors, et encore pas tout à fait, parce que je vais... Faut qu'on y entre, parce que le temps passe. On va parler d'écriture aussi. Et sa vie nouvelle, on pense à Vita Nuova, on pense à Dante, Dante lui-même attaqué par une très grande dépression, et qui va écrire en mêlant du vers, de la prose et du vers, comme tu le fais, qui est un des livres les plus puissants de la fabrication de cette conscience européenne. La puissance de l'écriture, c'est une chose que tu mets tout le temps à contribution, qui te nourrit toi, et avec laquelle là tu nous nourris. C'est ta langue, c'est ton rythme, c'est ta voix, c'est tes voix, ces voix que tu nous donnes à lire, que tu vas d'ailleurs, tu vas nous en lire un peu quelques passages, et pourtant, même si toi tu vas donner là présentement de la voix, il y a une chose qui est admirable dans la lecture de ce livre, c'est la force de ta voix dans le silence de la lecture du lecteur. Comment es-tu arrivé à ce montage-là, à cette écriture-là? Est-ce qu'elle s'est imposée progressivement, ou est-ce qu'il y avait un projet Alors, merci Christian. En fait, déjà, j'aime beaucoup qu'on en vienne à ce terme de voix. J'ai pu le dire dans un entretien à la radio. C'était la première fois que je l'énonçais aussi clairement. J'ai oscillé, parce qu'on vit dans un pays très français qui adore cette notion de style. Et moi, j'ai des soucis avec le style, parce que ça charrie toujours une part d'affectation. Et dans les moments de ma vie où je me suis trompé, j'ai cherché à complaire ou à accepter que l'on arrive dans un domaine français de réception où les gens aiment le style. Mais je trouve beaucoup plus juste de chercher les voix, et tu as dit les voix. Et ça, alors je pourrais venir à comment c'est construit, comment ça se tisse, comment ça dialogue avec les archives, avec les documents, comment il y a des fragments qui sont écrits. Enfin, c'est comme une table de montage, c'est comme ça. Mais il y a aussi quelque chose que je dois mentionner, qui est une pratique que j'ai et qui m'a aidé à sortir de ce corps sarcophage. Je vis beaucoup allongé, parce que je ne peux pas rester trop longtemps debout. Et souvent, au bout d'un moment, on s'ennuie, mais les thérapeutes et les différentes formes d'intervention qui m'ont aidé à sortir de là où j'étais, c'était des gens qui m'ont notamment conduit à apprendre la méditation, ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, qui n'est sans doute pas exactement le yoga dont parle Carrère, mais qui n'est pas sans lien, mais simplement j'en parlerai peut-être pas dans les mêmes termes, mais voilà. Mais en tout cas, la méditation fait du corps un réceptacle avec un ego, c'est vrai, qui s'absente, et donc qui permet d'accueillir des voix. Et c'est un livre qui dialogue beaucoup avec les ancêtres, parfois avec les manuscrits des ancêtres, et vraiment tout au long de l'écriture, c'était des heures et des heures de méditation. C'était surtout pour me sortir de là où j'étais, mais c'était également des moments de très grande écoute de comment parlait le frère mort, aussi des questions que j'appellerais d'autorisation, c'est-à-dire, est-ce que vous m'autorisez, vous, les ancêtres, à accomplir telle ou telle opération? Parce que ça n'est pas du récit. J'ai accompli des opérations de transformation des généalogies, j'ai renommé, j'ai parfois judaïsé des branches qui n'étaient pas juives, et donc j'ai accompli un grand nombre d'opérations, de déplacements, et simplement, je n'étais pas dans
dans le pur plaisir de l'imaginaire. C'était pas du tout ça. C'était à chaque fois demander des autorisations en disant est-ce que vous comprenez pourquoi je fais ça? Est-ce que vous acceptez que j'accomplisse cette transformation? Est-ce que vous comprenez pourquoi je change les noms ici? Etc., etc. Et donc à chaque fois, il y avait ces écoutes. Et ça donne, je pense, effectivement, cette écriture en voix, mais qui, je crois, était déjà là dans l'inquiétude d'être au monde aussi, un texte de voix, un texte pour les voix. Dans l'inquiétude d'être au monde, c'était une voix du tremblement, de prendre sur soi et dans le corps les tremblements de nos collectifs, de nos vies collectives. Et je l'ai beaucoup refait ici. Voilà. Mais bon, je l'ai fait dans plusieurs de mes livres. Je pense qu'il y a... Quand je fais juste, c'est que je suis à l'écoute de ce qui tremble. Quand je fais pas juste, c'est que je cache. Dès que j'ai caché, j'ai raté. Et je crois que là, le livre là, maintenant, je sais pas, on continue toujours à rater, on rate mieux, mais en tout cas là, je suis arrivé au moment où je peux plus trahir ce tremblement, quoi. Je suis obligé de l'écouter parce que c'est ce qui me guérit aussi. Alors, comme je le disais, dans le silence, devant le blanc de la page et le noir de l'encre, on est pris par cette incantation. Peut-être tu vas nous la donner à entendre, et on l'entendra peut-être autrement. Je te propose de lire ces 3 pages là, à partir du petit trait rouge. Ici. Là, et les 3 pages qui suivent. Oui, jusqu'à la fin du entre guillemets, du chapitre. D'accord. Vous serez surpris, mes chers petits parents, de ce que j'ai découvert. Et si je suis en morceaux, contraint de vivre allongé, c'est peut-être pour ça. Voir les failles dans la matière humaine, devenir ces yeux qui vous observent depuis l'avenir, être le domino qui tient dans la famille qui tombe, questionner avec obstination qui commet le meurtre d'un homme qui se tue. Et celui qui survit, c'est pour raconter quelle histoire? Si tu avais eu plus de temps, la mère, aurais-tu compris ce qui lie les vies entre elles? Le flux dans nos mémoires qui noue les temps entre eux et comment le passé s'écoule dans le présent en faisant de l'avenir l'enjeu de nos énigmes. Si tu avais vécu, mais tu es morte si jeune, à 59 ans, et dans les derniers temps, tu te mis à écrire des articles sur la guerre. Tu cherchais à interroger des juges de Nuremberg, des survivants des camps, des soldats de la Grande Guerre. Tu ouvrais petit à petit les portes du passé. Tu enfreignais le 11e commandement, ne pas rouvrir les fenêtres du temps. Tu ne le savais pas, mais tu te lançais sur ce chemin, celui que je poursuis, où se dévoilent des imbrications de fantômes qui hantent, des secrets qui suintent. Les gens vivent souvent sur un seul plan de l'existence, là où ils lisent la presse, dorment, travaillent, partent en vacances. Pourtant, il y a le plan 2, celui où quelque chose cherche à s'accomplir dans un flot qui traverse les corps. Et toi, ma mère, tu fouillais, mais comme font les aveugles. Au lieu de regarder au cœur de la peur des hommes, au lieu de retracer le chemin où se lient les prières introuvées d'Ovède, les terreurs de Talma et la gloire de Nathaniel, tu regardais ailleurs, tu écrivais des articles sur les poilus, puis sur les résistants. J'ai gardé tes articles, ils sont là par terre avec tout le reste, et je vois que ton regard de journaliste se resserre vers la fin, car tout en toi devait savoir qu'il fallait chercher dans cette direction, vers les heures sombres où le bruit d'une guerre déjà presque perdue avait couvert le coup de pistolet que Talmaï tire en se faisant un petit trou au côté droit. Mais il y avait la loi, le commandement de ta famille, ne pas rouvrir les fenêtres du temps, qui s'est imprimé dans le corps des descendants au lendemain de cette mort. Alors, au lieu de la douce parole en souvenir d'Ovède, au lieu des mots du texte errant pour danser et revivre, au lieu des prières que l'on aurait pu réapprendre pour s'attacher à Dieu, nous aurons droit au silence et à la comédie de la réussite. Car la loi est la loi et elle dit que tu ne dois pas, la mère, regarder en arrière. Tu veux écrire sur les ombres de la collaboration cet autre cortège, tu dois sentir que c'est là qu'il faut aller, vers les silences, mais ton fils perd pied. Il s'enfonce dans la nuit et tu voudrais l'aider, de tout ton cœur de mère, tu voudrais l'aider. Mais tu obéis à la loi, tu n'as pas le droit d'enquêter, non, ça c'est interdit, tu ne nous liras pas l'histoire d'Ovède, l'enfant qui voulait être roi. Pour bien faire, il aurait fallu affronter la peur des hommes, mais je le vois maintenant, plutôt que de montrer ce qui tremble, les hommes préfèrent se battre ou se suicider. Et moi, il me faudra traverser la mort, apprendre à dire « je tremble, j'ai peur et je ne veux pas mourir ». Mes chers petits parents, quand j'aurai déblayé la masse informe de cette archive, je vous raconterai.
Pour l'heure, je ne sais rien, je ne comprends rien. Et toi, la mère, je peux seulement te dire que tu ne m'as pas aidé. Tu as tant omis, tant arrangé les choses pour entretenir la légende de ta belle famille, de tes beaux enfants. Mais entends-moi, je ne te reproche rien. Je sais que telle était la loi et que seule la légende pouvait être contée. Alors on a entendu 2 fois ne pas rouvrir les fenêtres du temps. Il aura fallu quand même à la fois beaucoup de souffrance et beaucoup d'énergie pour t'amener justement à rouvrir les fenêtres du temps et à laisser le vent de l'histoire s'engouffrer là-dedans. Tu évoquais les archives, et bon, il y a aussi le hasard de la découverte. Le hasard de la découverte, mais je dois dire que je serais resté un moderne si le corps ne m'avait pas mis à terre. Ce qui m'a vraiment forcé à démarrer l'enquête, c'est ça, regarder en arrière. Et alors, je le dis en passant, parce que peut-être que vous n'êtes pas forcément familier de lectures qu'on appelle justement de psychogénéalogie ou de généalogie transgénérationnelle, mais ce sont des dimensions qui sont pourtant travaillées par des pionniers depuis maintenant une 50aine, 60aine d'années, peut-être même plus loin encore, on pourrait remonter, puisque en fait, dès après la Première Guerre mondiale, certains thérapeutes travaillaient déjà ou voulaient travailler sur le trauma, et c'est les états-majors des armées qui leur ont interdit, en accomplissant cette grande œuvre de déni, voilà, dont le pouvoir est assez familier, et en général, et donc ça a avancé dans l'ombre, toujours en marge, et même en marge des schémas, disons, des héritages de Freud, qui se sont resserrés sur la petite cellule. La psychogénéalogie, c'est une enquête sur des systèmes familiaux beaucoup plus vastes, et pour voir précisément ce qui tremble et ce qui est fragile dans un ensemble, dans une constellation plus vaste. Et notamment sur la notion de secret, puisque en fait, Thésée et ma vie, en fait, en sont une certaine forme d'illustration, que ça fonctionne aussi comme ça. On dit que lorsqu'il y a un secret, ou des secrets, ça se déploie sur 3-4 générations. Il faut 3-4 générations pour sortir d'une prison, potentiellement d'une prison du secret. Dans le livre, c'est comme ça. Il y a le secret du suicide de Nathaniel. Il y a la première génération qui entretient la loi, le commandement. On ne rouvre pas les fenêtres du temps. Donc qui impose la loi, qui construit un ordre, et j'allais dire un ordre social à partir de là. La troisième génération est prise dans ce flot d'oubli, et donc continue à vivre ça, mais commence à sentir que quelque chose, notamment lorsqu'elle a ses propres enfants, donc on est déjà à la 4e. Et c'est la troisième génération qui peut potentiellement lancer quelques éléments pour que la 4e puisse révéler quelque chose du secret. Et je ne sais pas si vous êtes familier de ces choses, mais ce sont des lois très très puissantes en fait, et qui menacent depuis le passé. C'est ce qu'on appelle aussi des loyautés inconscientes. Et Thésée est pris dans un tissu très, très dense, très dur de loyautés inconscientes. Et bien sûr, effectivement, il trouve le manuscrit. Mais en fait, ce manuscrit qui est donc factuellement là, hein, j'ai un manuscrit que j'appelle le manuscrit ou le texte errant. C'est un texte errant, c'est-à-dire au sens il erre, c'est-à-dire qu'il passe de main en main, on ne sait pas trop, c'est toujours sous la table, on ne sait pas, on n'en parle pas trop. Il y a celles et ceux qui le lisent, d'autres qui ne le lisent pas. On ne sait pas qui est exactement le destinataire de cette lettre qui n'est jamais vraiment arrivée à destination. Et voilà. Et donc, lorsqu'il rouvre ce texte, moi je l'ai trouvé à 25 ans, hein, quand j'ai pris mon nom pour écrire, mais je l'ai trouvé très vite, mais je ne l'avais pas ouvert. Je n'étais pas prêt à... Voilà, parce qu'il y a cette pulsion de vie chez moi que vous sentirez dans le livre. Hein. Ça traverse des très grandes obscurités, mais ma vie n'est que voilà, qu'une tentative pour sans cesse reprise pour relancer la vie à partir de nœuds généalogiques, de masses d'obscurité, de trauma, on dirait aussi. Alors, on ne va pas rester uniquement sur
on va dire, les péripéties de cette constellation familiale à laquelle tu vas t'affronter. Hein. Mais je voudrais quand même continuer un tout petit peu, parce que tu n'hésites pas à partir dans ce labyrinthe, hein, dans lequel tu vas t'affronter à cette question familiale qui est plutôt, d'une certaine façon, tu t'y affrontes comme si c'était non pas la famille, mais plutôt simplement des géniteurs. Hein. Il me semble que tu vas retrouver de la famille, mais à travers une adresse à des géniteurs plus qu'à de la famille. Enfin, je parle là de tes parents, des deux générations. Les parents, les grands-parents, plus exactement le grand-père. En tout cas, tu vas, après le suicide du frère, hein, essayer de toréer cette chose-là au cœur du labyrinthe. Et je voudrais revenir sur ce personnage du frère à travers un extrait très court. Hein. Ils nous ont menti, Thésée, hurlait mon frère dans les derniers jours de sa vie. Donc déjà, quel aura été le rôle de ce cri, de cette colère du frère, pour alimenter peut-être très vite la tienne? En fait, j'ajouterais juste un élément pour pas aussi nous mettre sur une fausse route, c'est que je n'ai pu écrire ce livre que lorsque j'ai senti en moi que j'avais traversé suffisamment la colère pour en faire un livre d'amour, en fait, de pardon et voilà. J'ai repris, j'ai essayé d'écrire autour de cette histoire et j'ai échoué plein de fois avant que ce livre n'arrive à s'écrire et donc, si je laisse dans l'écriture la parole, la voix de la colère, elle passe beaucoup effectivement par la voix, parce que le frère a laissé en moi, parce que donc le frère s'appelle Jérôme, et aussi pour que vous sachiez en fait le seul nom qui est le nom d'un vivant mort aujourd'hui, c'est Jérôme. Tout sinon est déplacé, pour certaines choses transformées. Mais voilà, l'instant de vérité, en fait, un noyau d'absolue vérité, c'est le rapport au frère, à l'enfance et à Jérôme. Et ça, c'est comme un axe, en fait. C'est comme si j'ai planté quelque chose dans le sol, et c'est la mort de mon frère. Et lui, donc c'est pour ça que là, je vais en parler en mon frère également, parce que c'est vraiment là, on y est, quoi. Les autres sont également là, mais il y a des déplacements. Le frère, Jérôme, c'est quelqu'un qui quitte ce monde avec en laissant en fait une quantité de procès inachevés, de violences dans les derniers temps qui sont terribles parce que c'est mêlé de souffrance, et donc également lui que je recueille en fait une semaine avant qu'il ne meure, où il mettait en procès le père, enfin mon père, la mère, enfin en créant des dommages qui sont très très violent, parce que quand quelqu'un se suicide après avoir semé ça donne des enchevêtrements de fautes, et c'est cette question, hein, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue, ça commence et ça s'ouvre avec une question sur la faute, mais le livre en fait ouvre à de l'infini en disant mais voilà, ça vous aura tous traversé, simplement vous aurez été aveugle, comme je dis, vous ne voyez pas, on ne voit pas. Et donc voilà, il y a cette chose qui, moi, importait de tourner autour de cette voix du frère qui donne cette voix de colère. Mais je pense vraiment que le livre ne s'arrête pas là, en fait. Il n'est pas du tout dans le... C'est pas un livre de procès, absolument pas. C'est un livre, en fait, où les générations s'enchevêtrent dans leur forme d'aveuglement, sur un temps très long, avec plusieurs temporalités. Et c'est comme si cette question d'ouverture ouvrait sur la nuit des temps, sur une histoire de la violence, de la guerre, de l'oubli, de l'effacement. Et c'est, je crois, ces outils transgénéalogiques sont très forts de ce point de vue-là. Parce que soudain, on sort de ce qui nous maintient dans une logique de l'accusation, qui est une logique qui échoue, en fait. Parce que à la fin, c'est pour ça que je n'entendais pas forcément le terme de géniteur. Il y a de la colère contre le père et la mère, contre leur aveuglement, contre leur vie mondaine, contre le pacte qu'ils ont noué avec ces 30 glorieuses, contre ce qu'ils n'ont pas vu de la fragilité du frère, contre
contre cette époque-là, en fait, qui se présente comme une grande époque ascendante, alors qu'en fait, nous en vivons les ruines, terrestres, je parle, même écologiques. Voilà, donc il y a évidemment cette colère qu'il faut entendre, parce que pour moi, c'est une colère qui n'est même pas la mienne. C'est une colère du monde, en fait, de la terre, des éléments, de la nature, qui suffoque, en fait, de ce recouvrement de l'après-guerre qui nous a promis le bonheur, la prospérité, l'abondance, le sucre, des sucres lents, courts, une infinité de sucres en fait qui nous détruisent, qui détruisent nos enfants. Enfin, donc il y a évidemment cette très très grande colère terrestre que je vois se manifester. Je vais loin si vous voulez, mais pour moi elle est là parce que je travaille aussi sur ces dimensions écologiques. Elle est la colère, je l'entends dans les glaciers qui fondent, et on le sent dans le livre, cette connexion que j'ai aux arbres, notamment aux arbres de Berlin, à cette puissance du vivant en fait qui m'émeut même. Et donc voilà, donc ça c'est la part de colère. Et je n'ai pu l'écrire que le moment où je pouvais dire, en fait, je vous pardonne dans vos aveuglements en fait, parce que vous pouviez pas. À ce moment-là du temps, vous ne pouviez pas mener cette enquête. Vous n'aviez ni les outils ni les instruments, et ce n'était pas à vous, c'était à moi. Mais au travers des années, je dois dire aussi une chose, c'est que moi, en fait, je commence presque par ça, cette intuition qu'ils allaient mourir et que j'allais me retrouver seul. En fait, c'est quelque chose que j'ai depuis aussi longtemps que je puisse me revenir. En fait. Donc j'ai eu cette intuition-là, et d'où elle vient, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Je savais que ça allait me tomber dessus à un moment donné. Simplement, ça a été tellement dur, en fait, de faire ce geste-là, de traverser ça, qu'il y a des moments où j'arrivais pas, quoi. Je leur en voulais, j'arrivais plus. Hein. Et puis ça n'est qu'après coup que j'ai pu me dire, c'est bon là, j'ai suffisamment nettoyé le temps, et je peux maintenant pardonner à la mer. Je crois que c'est je crois que c'est doux à la fin. C'est très dur et très doux à la fin, ce que je dis d'Esther. Enfin, oui, c'est doux à la fin, oui. Dans cette première partie encore, on est dans cette colère contre des héritages refusés aussi, hein, ces héritages refusés par deux générations. Qui peut reconnaître des héritages des siècles précédents, des guerres, des religions, des dominations, des conquêtes, des inventions, des colonisations, des techniques, puis des choses un peu errantes dans le domaine politique, la démocratie, les nations, les républiques, tout ça c'est vu. Simplement, il y a quelque chose qui est refusé, semble-t-il, hein, qui est aussi, c'est le non-juif qui est refusé. Et toi, c'est cette chose-là que tu vas essayer de rattraper, et ça nous ramène à cet essai que Jean-Claude Milner avait publié, dans lequel lui-même aussi s'est constitué comme une parole à la fois de colère et qui est les penchants des criminels de l'Europe démocratique. Ouais. Et peut-être pas. Enfin, où le tirer, c'est que oui, la colère qui reste intacte en moi, mais qui est une colère de cœur aujourd'hui. Et justement, tout l'enjeu, parce que j'ai été bien élevé, comme on élève bien les enfants dans la bourgeoisie, donc j'ai été d'ailleurs, comme tu le disais, vers l'essai. Mais la colère qui devient mentale, devient amertume, devient... Et c'est moi, cette fidélité que j'ai avec la parole littéraire, avec la littérature, c'est sans cesse sans doute de préserver cette colère que j'ai contre quoi ? En fait, c'est un pouvoir qui nous détruit, en fait, mais sans pouvoir exactement d'ailleurs le situer. Mais c'est simplement qui nous fait mal, quoi, qui nous fatigue, qui nous épuise, qui épuise les corps. Ça reste tout à fait intact. Et c'est vrai que à la fois le grand-père, Nathaniel, hein, je l'ai dit à la radio, j'avais un grand-père qui était en psychanalyse, on dit un mana, c'est-à-dire en fait c'est un être très solaire, qui est comblé des bienfaits, qui réussit formidablement et qui lorsqu'il tombe, lorsqu'il meurt, entraîne des membres d'une famille avec lui. Donc ça c'est rigoureusement ce qui s'est produit. Et moi je suis le domino, je prends cette image des dominos parce que je suis le domino qui était juste mal placé. Vous savez, dans les jeux pour enfants, ces dominos que l'on met les uns à la suite des autres, on déclenche le premier,
et ça part comme ça. Vous voyez ou pas, ces jeux d'enfants? Eh bien, en fait, un mana, et ça peut être une femme, un homme, un objet, une maison de famille. Ça peut être une maison de famille, ça peut être beaucoup de choses qui sont des instances qui protègent. Qui protègent de quoi? Souvent, on ne sait pas trop, il faut savoir. Et donc, le jeu, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui tombe et ça entraîne plusieurs branches. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et puis, l'enfant qui jouait en a mal placé une branche. Et moi, je suis le domino mal placé. Donc, c'est ce qui me permet d'être là devant vous aujourd'hui et d'écrire. Et il y a aussi d'ailleurs une raison là, enfin, qui est mystérieuse, mais moi, d'écrire ce livre, c'est aussi pour moi une grande humilité à l'égard de cette notion de nécessité, quoi, que les choses sont nécessaires. Je dis parfois que mon frère devait mourir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça, d'un sens de la nécessité qui vient et qui remet en cause tous les mythes de la liberté, de l'affranchissement, de nous sommes des individus libres et séparés, etc. Non, j'ai été obligé de prêter attention en fait à la nécessité, en fait, à ce qui s'impose, à ce qui doit être, en fait. Et ça, c'est la réconciliation. Quand tu as traversé quelque chose et que tout d'un coup, tu arrives au point où tu dis, en fait, ça devait être pour que quelque chose advienne, de toute façon, tu ne t'opposes plus, tu n'es plus en colère, tu n'es plus un moderne. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur ce que résultat j'ai observé et qui m'a permis d'écrire, de tenir, mais en fait c'est tout au long de ma vie, c'est que moi je suis fidèle aux fragiles du monde, voilà, pour le dire très simplement. Et donc à tout ce qui est fragile et mineur, et parfois caché dans une histoire. Et parmi ce caché mineur, il y a le nom juif, qui a été recouvert dans ma famille. C'était le nom d'une femme, c'était le nom de ma grand-mère, de Toledo, donc, puisque ça, c'est l'élément, si vous voulez, qui vient à la fin du livre, qui est un élément qui vient relire et reprendre toutes les généalogies. C'est un nom qui a été caché, c'était le nom d'une femme, déjà. Donc, c'est dans un schème des dominations et du pouvoir, déjà, c'est déjà quelque chose qui est effacé parce que c'est le nom d'une femme. Ensuite, c'est le nom d'une famille qui est marane, enfin, qui vient, en tout cas, qui a été porteur de cette histoire marane de l'Espagne, des trois religions, du judaïsme espagnol et de l'expulsion. Ça, si on va chercher très loin, c'est aussi une histoire juive qui passe par la Méditerranée, donc par l'exil, par la diaspora, par la vie loin de la patrie originelle qui était l'Espagne, qui n'était pas Canaan, qui était l'Espagne. Et c'est donc aussi cette histoire turque, ottomane, que l'Europe sans cesse... Et voilà que cette histoire de femme, cette histoire de famille, de cette femme, de ma grand-mère, est recouverte par des histoires d'hommes, par des histoires puissantes, et notamment, en fait, rejoue une histoire archaïque, qui est l'effacement du nom juif, c'est vrai, l'effacement du nom juif dans ce que aujourd'hui nos républicains forcenés appelleraient l'assimilation. Il faut s'assimiler. Comme si on pouvait, en une génération, oublier, et là je parle pas seulement au nom du nom juif, je parle au nom de tous les noms que l'on demande d'abandonner, qui est une violence faite à ce que je nomme la matière humaine, qui est extraordinaire en fait, et qui est l'histoire de l'Europe des nations, qui est cette machine de mort. Et j'en reviens au mythe, c'est que ce que Thésée cherche, c'est ce qui nous détruit. C'est le monstre, quoi. C'est ce qui détruit l'enfance, la jeunesse, c'est ce qui mange ces corps d'enfants, en fait. Ça, c'est ce qu'on cherche dans cette enquête. Donc là, je vous ai donné en tout cas déjà quelques pistes sur ce qui nous détruit. Il y a parmi ce qui nous détruit, pas seulement le nom des nations et leur force, leur exigence d'assimilation, comme s'il fallait tout effacer de soi, de son histoire, de ses langues, de ses identités multiples, complexes, entrelacées. Et ce qu'il faut aussi voir du côté du monstre, c'est dans mon histoire familiale, c'est le capital, c'est la famille, c'est Nathaniel. Mais au-delà de Nathaniel, c'est l'histoire de ce capital. Et derrière le capital, j'entends nos fictions humaines qui nous dévorent, quoi. C'est-à-dire, moi, ça, je l'ai vécu très, très, très corporellement, cette histoire. Donc, c'est vrai que le premier réflexe, qui était un réflexe de survie, c'était de dire, je romps avec tout ça. Tout ça n'est rien. Tout ça ne me touchera pas, en fait. Je casse avec tout ça.
Et la violence extrême de l'expérience de Thésée que je relate et que je prends dans ma propre aventure, la violence extrême, c'est que le corps a dit « Non, c'est pas comme ça. Tu vas pas pouvoir rompre. Il va falloir que tu assumes tout, que tu prennes tout sur toi. » Et c'est ça l'histoire de ce poids, de cet effondrement du corps, c'est qu'il a fallu tout d'un coup tout reprendre, qui est d'une lourdeur infinie, puisque c'est ce qui nous tue à la fin. Donc, et là je dis vraiment collectivement. Dans la succession à laquelle l'histoire nous a conduit, de violence, d'extermination, il y a un grand trou que tu pointes, qui est celui des 30 Glorieuses, qui est justement ce trou d'une illusion et d'un énorme mensonge, hein, qui est celui peut-être d'un capital qui s'est dit à un moment donné à visage humain, celui du progrès, celui d'une mise en scène de lumière matérielle possible, et à laquelle ta famille a pu contribuer. Et oui, j'ai un grand-père qui était considéré comme une sorte de figure de ces 30 Glorieuses, un patron nourricier de gauche, très à gauche, lumineux, je disais. Dont j'ai des très beaux souvenirs, en fait. Mais simplement, il ne savait même pas lui-même, en fait, quelle histoire il écrivait. C'est aussi ça, c'est cette histoire de l'aveuglement. Et en fait, en m'interrogeant sur cette figure du grand-père, qui fait quoi, en fait ? En fait, à quelle sensation j'arrive dans un temps long de l'histoire ? Mais c'est une chose, je pense que en fait, peut-être vous êtes d'ailleurs déjà arrivé, parce que c'est sans doute finalement une évidence, mais c'est qu'ils ont tourné le dos en 45-46 à ce qui avait eu lieu, qui était notamment la faim. C'est-à-dire que je crois, ce que j'apprends moi aussi en méditant énormément, si vous voulez, c'est qu'en fait on retombe toujours sur des énergies émotionnelles assez archaïques, très fortes. Et notamment la peur. La peur, c'est un motif humain extrêmement puissant, qu'on a tendance à écarter parce qu'on vit dans des sociétés qui sont plus ou moins, ici, pacifiées, plus ou moins. Et donc on dit non, il n'y a pas de peur. Mais non, mais on est traversé par des très grandes peurs. Et la génération de l'après-guerre, qui est celle du grand-père que tu mentionnes, c'est une génération qui se relève d'un très grand effroi, d'un très très grand effroi. Parfois ils ont perdu des leurs. Dans les généalogies juives, là, c'est même plus ça, c'est abyssal comme effondrement généalogique. C'est gigantesque, en fait, les échos d'un tel crime. Mais je l'étends, ce crime, parce qu'il faut le réuniversaliser, en fait, à toutes les généalogies qui ont été détruites, qui ont été coupées, qui ont été tranchées par les 2 guerres mondiales, etc. Et donc, oui, je les comprends. Le souci de l'après-guerre, c'est donner à manger aux enfants, qu'ils ne souffrent plus, en fait, qu'on ne souffre plus même dans le monde de la faim, en fait. Et donc cette cavale de la reconstruction, quoi. Moi, je la comprends comme une flèche du temps venant du passé et qui dit nous ne souffrirons plus de la faim, nous n'aurons plus peur de mourir, nous construirons un monde pacifié, ça c'est le projet européen, c'est le projet kantien, nous ne traverserons plus la guerre, nous ne nous ferons plus la guerre. Enfin, tous ces idéaux comme ça, qui sont lancés à l'assaut du présent pendant 30 ans, et qui ont fait notre histoire collective. Et c'est de ces promesses-là dont nous sommes les héritiers. Mais ces promesses, je le dis, déçues. Nous avons un recul aujourd'hui de 40 ans sur ces promesses déçues. Et c'est pour ça que je reviens aux premières pages du livre. Naissance de mon frère aîné, 1973, année de la crise du pétrole. Première crise qui dit votre abondance, l'idée que la rareté n'existe plus, que vous pouvez produire avec de l'énergie infinie, que tout ça ne coûte rien parce qu'on exploite des pays qui veulent bien vendre parce qu'ils sont pauvres. En fait, toute cette bulle d'abondance et de prospérité reposait sur, peut-être même pas un mensonge, mais une terreur de mourir, une terreur d'avoir faim, a produit des choses qui sont, pour certaines d'ailleurs, assez merveilleuses, mais c'est dans les promesses déçues de cette bulle
de cette foi que nous vivons. Et en fait, il faut se relever de ça, de ces promesses déçues. Et là où je suis sévère, moi, je peux être très sévère, je crois que je le suis, notamment lorsque je parle de ces chefs d'État qui célèbrent les 100 ans de 1918 sous l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de cette vision, de cette grande messe de chefs d'État se serrant la main et remerciant le sacrifice des combattants de la Première Guerre, etc. Dans un temps où on était déjà après cette crise économique de 2008, dans un temps dur, dans un temps très dur, et qui était là. Je suis sévère à l'égard de celles et ceux qui portent encore cette idée d'un progrès non interrogé. En fait, parce que tout simplement, c'est même pas qu'ils s'illusionnent ou qu'ils mentent, c'est qu'en fait, ils reproduisent ce temps des fausses promesses. Et on ne vit pas avec des fausses promesses. Moi, j'ai 3 enfants, et ce livre est vraiment, en fait, porté par une pulsion de vie, mais qui est simplement, je dis, nettoyer les eaux noires du temps, pour que les enfants à venir, en fait, aient juste quelque chose d'autre, justement, à s'attacher, qui ne soit pas ces fausses promesses. Or, je les vois, en fait, quotidiennement. Pardon pour cet écart, mais ils sont aussi quand même dans le livre, mais voilà, en fait, la fausse promesse est assez criminelle lorsqu'elle est faite à des générations à venir. À tel point que d'ailleurs les générations à venir sont obligées de rappeler que ces promesses sont fausses. Mes enfants sont tous les vendredis dans la rue. Eux-mêmes d'ailleurs ayant des modes de vie dont ils ont du mal à se séparer. Mais voilà, donc ouais, il y a ces 30 glorieuses quoi, qui sont à revisiter sérieusement, quoi. Sérieusement. Mais avec toute l'affection que j'ai pour celles et ceux qui l'ont traversé. J'ai vraiment... parfois on a dit, vous êtes très dur avec les boomers, comme on les appelle, et je les nomme ainsi. Aussi, mais en fait, je crois pas... Non, je crois que les boomers qui sont encore parmi nous ont eux-mêmes cette gravité. C'est-à-dire que... Comment ne pas regarder ce temps-là aujourd'hui avec gravité, en disant il y a quelque chose qui a dysfonctionné à cet endroit-là. Il faut quand même continuer la lecture pour trouver une certaine douceur, parce que quand même jusqu'à la première moitié du livre, effectivement, quand même les boomers sont un peu bombardés. Hein. Je veux dire, moi-même qui en suis un, je me demandais vers où nous allions. Et c'est vrai que la deuxième partie du livre, à peu près c'est la deuxième moitié du livre, non pas la deuxième partie, puisqu'il y en a combien? Il y en a 6 ou 7, c'est ça, Camille? Donc dans la deuxième moitié, on part vers... D'abord, il y a le soin qui arrive aussi, hein, le soin de toi-même, et le soin que tu vas essayer d'apporter à toi-même, et peut-être cette pratique de méditation qui va peut-être t'aider à trouver, à prendre de la distance. Il y a le récit aussi, ce récit de la guerre, hein, qui est à la fois extrêmement violent et pourtant qui permet aussi de résoudre, curieusement, de résoudre quelque chose de cette histoire-là. Oui, sans doute que, je ne sais pas, en t'écoutant, je me disais, mais tout ça a été très tissé et très intuitif. Je vous disais, il y avait beaucoup de montage, mais certainement que cette première moitié, en fait, qui fait monter cette intensité de colère, oui, en fait, est assez proche des règles dramaturgiques. C'est qu'en fait, la catharsis, elle doit passer par la colère. Si un pur livre de pardon, il y en a, hein, qui font du bien au cœur, mais qui ne suffisent pas, en fait, parce qu'il faut la traverser, cette colère. Et donc oui, le mouvement du livre, c'est sans doute quelque chose qui désamorce ce qui autrement aurait pu se transformer en ce que en psychogénéalogie on appelle l'intergénérationnel, mais qui est un truc d'accusation, de réquisitoire. De réquisitoire. Et en fait, le livre est absolument pas là. Il semble arriver là, et c'est comme si ensuite, justement, il désamorçait cette chose en disant, mais en fait, on s'y est mal pris. Et même, je dirais, 68, même, la génération s'y est mal pris. Parce que ça n'est pas contre. En fait, rien ne se résout dans le contre. Ça n'est pas une époque contre une autre. C'est ce qui nous traverse toutes et tous, à différents lieux du temps, et jusqu'où va l'enquête
dans cet enchevêtrement justement de ce qui fragilise, et c'est vrai que ça ouvre à des enquêtes plus vastes. Donc des amis analystes ou psychanalystes qui ont lu le livre, parce il me disait cette chose intéressante qui est tout les mariages des parents, 69, l'année du désir, ce moment des 30 glorieuses. En fait, on reste dans un triangle oedipien, c'est les parents, les enfants, et tout le livre ensuite est là pour ouvrir plus vastement en disant mais non, mais si on reste là, on n'arrive à rien en fait. Il faut voir voilà, dans des temps plus longs, sur des constellations plus larges. Et c'est là que je commence à aussi, enfin j'en viens aux lettres de guerre. Aux lettres de guerre de Nissim, qui sont d'ailleurs pleines d'une vitalité guerrière. Mais... On va peut-être terminer cette partie de l'entretien avant de laisser les questions au public par la lecture de 2 pages que je te propose qui remettent l'écrivain au centre du livre. Tu veux que oui, là jusqu'à là. Donc on retrouve ce fameux corps mémoire qui est effectivement dans je ne sais plus, vers la 5e ou 6e mouvement, voilà, traverse ce qu'un des thérapeutes appelle le corps mémoire, ce qu'Anselme dans le livre appelle le corps mémoire. Ces cartons d'archives, il note, ont pesé sur mes os. Je sais que dans d'autres familles, ils reposent dans des caves ou des greniers, et parfois on en stocke le contenu sur des disques durs ou dans des clouds lointains, afin que ceux de l'avenir puissent y relier leur nom. On dématérialise en croyant allégé, et encore, dans des pays moins soucieux de garder le passé, on détruit l'archive en faisant de l'effacement la figure inversée de la matière. Mais quelle que soit la technique pour retenir le temps ou l'annuler, il y a cette incontournable réalité qui me force à tomber, le poids de tout ce qui n'est plus. Ce poids taisé le sang est à l'origine de sa chute. Il voit la façon que son corps a eue de se tendre en trouvant des expédients, la fuite, les multiples formes de l'oubli, puis comment il a fini par se rompre. Il espérait offrir à ses enfants une terre nouvelle, mais il a échoué. Le poids de la mémoire, de ce qu'il reste des siens, de leurs lucidités absentes, de leurs peurs informulées ne le quitte plus. Il comprend, en retrouvant leur visage, qu'il n'y a pas d'autre issue que de tomber vraiment. Et le pauvre frère, ce jeune garçon devenu soudain si vieux, aimerait tellement s'occuper d'autre chose, de ses enfants, de la vie comme elle va, du présent qui est en feu, du futur qui l'appelle. Il aimerait partir en Inde ou en mer Méditerranée pour penser ce monde malade, mais il ne peut plus rien. Le corps l'en empêche, ça le tire, ça l'oblige à rester allongé. Il pense, le corps tombe car la blessure est le sens qui nous reste. La douleur est là pour nous relier au monde, à la matière, à ce que le corps sait que nous ne voulons voir. La douleur, c'est le réel, c'est la terre quand le pouvoir a fini de l'épuiser. Et maintenant, son corps l'oblige à rouvrir les fenêtres du temps, à suivre les signes qui se hissent du cœur, des poumons, de la moelle épinière, à interroger le pouls qui lui bat les tempes, le plexus et le diaphragme noués en lui au point de l'étouffer. Que c'est ce corps qu'il ne sait pas? Est-ce cette matière, cette très longue mémoire, celle qui est comme le lit des rivières et n'a besoin d'aucun mot? Voilà, donc c'était vraiment beaucoup pour ce thème de rouvrir les fenêtres du temps, parce que il faut quand même un grand courage pour ça. Donc c'est un livre de courage, c'est un livre donc de vie et d'espoir. Encore. À vous. Peut-être des réactions, des... Si l'inspiration vous vient derrière ces masques-là. J'ai essayé de pas trop projeter. J'aurais aimé plus vous regarder, mais j'ai cette pratique maintenant de peut-être baisser le masque comme ça. Je me demandais, qu'est devenue aujourd'hui la voix de Jérôme, le frère Blanc? Comment cette voix a évolué après ce livre? Ça, c'est très très touchant parce que donc merci Odile. Donc ce Jérôme, c'est toute mon enfance. Pendant des années, je ne pouvais plus regarder même une seule photo d'enfance. C'est tout aussi là.
voilà, la présence des images, des photographies dans le livre. J'arrivais plus, en fait, je pouvais pas les regarder. Pour moi, c'était... Et donc, le convoquer, le rappeler, en fait, c'est se souvenir, en fait, que justement, on n'est pas des individus, quoi, que ma mémoire avec lui, enfin, j'en ai besoin pour tenir, en fait, et que c'est ce qui sans doute m'a tant manqué et qui m'a pris des forces même de vie, quoi. C'est que je l'avais plus, en fait. J'avais plus le frère qui était témoin de plein de jeux. Et c'est très touchant parce que je me promène un petit peu, malgré ces conditions sanitaires, dans différents coins. Et je le vois, en fait, on est souvent ensemble sur les photographies, en fait. C'est-à-dire que là, je vais les affichettes dans les vitrines. En fait, c'est comme si, en fait, il revient, en fait. C'est-à-dire qu'il est incroyablement présent. Et je dois vous dire aussi qu'il y a plein de choses que je n'ai pas choisies, qui se sont imposées. Thésée, sa vie nouvelle, je l'avais proposé, ce titre. Mais c'est vraiment Verdier qui m'a dit c'est celui-là qu'on veut et pas un autre. Et moi, j'étais perdu parce que justement, je ne savais pas. Et là, pareil, pour cette photo de bandeau, je leur ai proposé plein de choses. Et c'est eux qui ont dit c'est cette image. Et donc, c'est mon frère que vous voyez en bandeau. Et c'est vrai que c'est comme si, en fait, ce lien à l'invisible, parce que le livre dialogue beaucoup avec l'invisible. Et je crois que, voilà, moi, ce que j'ai beaucoup aussi aimé comme lecteur en littérature, c'est quand ça donne cette présence-là. Enfin, c'est aussi une des fonctions du poème, de la littérature, du texte, de convoquer du passé. Le livre, c'est ça. Le livre, nos bibliothèques, nos étagères, c'est plein de fantômes. La photographie, les boîtes d'archives, c'est des fantômes, en fait. On est cerné par des fantômes. Les noms de rues, c'est des morts, en fait. Et dans cette vie moderne, on évacue, en fait, toute cette dimension du monde qui est ce dialogue permanent, constant, intense, en fait, avec les morts, avec le passé, avec les paroles venues du passé. Et voilà, pour te répondre, pour moi, ce dialogue a repris. D'ailleurs, je le matérialise dans le livre, puisque ça prend la forme de cette scène au cimetière, où je m'adresse à lui et où il me parle. Et c'est très curieux, si vous notez, si vous regardez attentivement ce dialogue, il commence par entièrement réfuter tout ce que je crois avoir compris en disant tu es complètement fou, et il finit en fait par le reformuler, mais depuis son état, qui est cet état d'invisible, qui est depuis la mort. Et voilà, et donc aujourd'hui, c'est cette transformation d'absence en présence, enfin de présence de l'absence, en fait. Toutes celles et ceux qui ont été confrontés au deuil ont plus ou moins pu, je crois, j'espère pour eux, connaître cette métamorphose, en fait. C'est-à-dire la séparation de la vie matérielle, c'est quelque chose de très brutal, surtout dans le cadre de quelqu'un qui prend sa vie sans laisser vraiment de messages, d'écrits. Et en fait, voilà, moi j'en ai 3, en fait il y en a même plus dans ma vie, il y a beaucoup de... Là, ça redevient en fait du vivant, ça redevient une parole, en fait. Je l'entends, je le vois, là je peux très vite l'appeler, quoi, dire est-ce que je suis en train de dire c'est-à-dire que longtemps les morts vous jugent, enfin moi ils m'ont beaucoup jugé pendant que j'écrivais, pour pas que je fasse de bêtises. Ils étaient là, très très présents, à regarder par-dessus mon épaule. Quand j'ai eu fini le manuscrit, je ne savais pas où il allait vraiment, et on m'a dit, il faut que tu l'offres d'abord à ses premiers destinataires, qui sont celles et ceux qui sont dans le livre. Ce que j'ai fait une petite cérémonie où j'ai offert ce livre, et après, progressivement, tout s'est dénoué, quoi. Et maintenant, en fait, c'est une présence, parfois je le vois même qui se moque de moi, ou qui dit, tu vois, regarde où ça t'a conduit. Quand je vois, même tu dimensionnais ces listes de prix qui sont tout de suite saisis dans une chose, c'est comme s'il était pareil, il disait, tu vois, regarde. Ça. Parce qu'en fait, pour moi, je l'ai coécrit, ce livre. Enfin, en fait, quand on porte des morts sur son dos, en fait, et qu'on les convoque dans un livre, on coécrit. Les voix que j'ai convoquées, j'en suis pas l'artisan, je les ai pas créées, en fait. J'ai juste accueilli, j'ai accepté que ça reparle en moi, quoi. Et donc, oui, quand les signes de reconnaissance arrivent ou autres, c'est comme s'il était là, justement, en ce moment, on se tape beaucoup du coude, donc c'est comme s'il était là à taper du coude en disant, regarde, tu vois, t'as hésité à écrire sur moi, mais regarde, tu vois, ça te porte chance, je suis là, en fait. C'est très émouvant. Juste
Oui. Seconde question, j'ai beaucoup pensé à Sebald, à travers ses textes, à travers d'autres aussi, à travers la traversée du temps, la traversée de la vie des autres, de ceux qui sont morts aussi. Est-ce que Sebald t'a influencé d'une manière profonde? Bon, Sebald est allemand en plus, il parle beaucoup aussi de la mémoire de l'Allemagne. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans ton esprit? Ah oui, c'est très présent. Donc, peut-être vous n'avez pas entendu, mais on parle d'un écrivain je vous invite à lire parce que c'est un immense écrivain. Simplement, c'est un écrivain presque de la promenade, mais donc il s'appelle Sebald ou Sebald en France. Et il porte sur lui le poids de l'Allemagne en fait. Il est la conscience allemande qui arrive à la fin. Il a été notre contemporain. Hein, il est mort au début du XXIe siècle. Dans un accident de voiture. Enfin, rien. Comme je vous disais, la nécessité, c'est quelque chose d'étonnant, quoi. Et donc c'est très présent. Et c'est même d'autant. Alors là, on rejoint plutôt un pan du livre dont on a assez peu parlé, mais qui est que chaque livre dialogue, c'est moi, avec une histoire littéraire. Et parfois même avec des livres aussi d'autres écrivains. Et ça, c'est très présent, mais c'est adjacent, c'est interne, c'est un moteur. Et Sebald est la dernière écriture pour moi de ce qui a quand même occupé des pans entiers de nos bibliothèques, qui est ce qu'on appelle la survivance. C'est une écriture de la survivance. C'est les émigrants, enfin tout ça. Et moi, je parle de revivance. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que, de par ma génération, je suis né après Sebald, en fait, lui est vraiment un homme de l'après-guerre, un enfant de l'Europe détruite, quoi. Et donc il est traversé par des fantômes, ce que je suis aussi, mais c'est comme si je concevais l'écriture de Thésée comme une prise de relais, en disant on ne peut pas s'arrêter là, parce que Sebald en fait s'arrête dans ce cercle infernal, on retrouve dans de la mélancolie en fait. Il y a quelque chose de la mélancolie. Et moi, la sortie du XXe siècle, ou ce que j'appelle la relance de la vie, on le doit quoi, à nos enfants, en fait. Et donc, on ne peut pas simplement s'en tenir à la mélancolie. Donc, ça dialoguait beaucoup avec ça. Et ça dialoguait avec une autre chose. Je m'étais même préparé à des questions en disant, quand même, les photos, elles sont très sébaldiennes, c'est quand même un peu pompé, etc. Parce que... Et en fait, vous regarderez, si vous regardez attentivement, ça aussi, cette question-là, j'ai dialogué non pas seulement avec mes morts, mais avec Sebald aussi, d'une certaine façon. Et ça dialogue aussi avec la photo de la chambre claire de Barthes. Mais si vous regardez dans la technique même de présentation des images, il y a des images qui sont sébaldiennes et des images qui sont non sébaldiennes. Et je me disais, la réponse que j'aurais, c'était quelqu'un qui invente le travelling. Les cinéastes qui suivent, on ne va pas leur reprocher d'utiliser le travelling. Et quand il y a une invention, pour moi, d'une forme, en fait, en littérature, parce que je vous disais, la littérature a une histoire, elle a même un cœur, et ce cœur a une histoire. Voilà, c'était pour moi une manière de le reprendre. Mais si vous regardez attentivement, il y a des images qui sont au contraire, qui n'appartiennent pas du tout, qui ne sont absolument pas sébaldiennes. Je pense aux images du train. Ce sont des images qui sont très narratives, qui sont extrêmement documentaires ou cinématographiques même, et qui relèvent vraiment du montage. Et il y a plein d'espèces d'images, en fait. Donc c'est comme si avec une technique dont j'hérite, je cherchais à la déployer, à l'utiliser autrement. Voilà. Mais on est les inventeurs de rien, quoi. C'est sûr. Hein. Mais simplement cette bascule de la survie à la revie, ça, c'est vraiment très fort, parce que les années dont je vous parle, où j'ai été tellement quasi défait et je ne pouvais plus rien faire, en fait. Même pas m'occuper de mes enfants, ou pas bien, ou pas assez, ou pas comme j'aurais voulu. Je ne pouvais plus marcher. En fait, ça, c'était de la survie. Et là, tel que vous me voyez, je commence à percevoir comme un vieux tronc, en fait. Comme un vieux tronc d'arbre, en fait. Le grand botaniste Francis Allais dit qu'il y a vraiment des pans entiers de l'arbre, c'est de la matière morte. C'est comme on approche de la roche, enfin, une matière, s'il existe une matière morte, parce que je ne crois pas en fait. Mais et il y a des endroits où la sève passe. Le corps, c'était ça. Il y avait des endroits où ça passait encore, et puis il y avait des masses où ça passait plus. Et tout le jeu de nos vies collectives, pour moi, c'est de remettre du vivant, quoi.
du vivant, du sacré, du vivant dans nos vies. Voilà. Mais peut-être qu'il y a d'autres questions, parce que... Bon, nous vous écoutons. Oui, monsieur. Votre grand-père qui était solaire, quelqu'un de solaire. Est-ce que c'est vous maintenant, cette personne? Alors, eh ben, c'est beau que vous me posiez la question. Il y a une vidéo que j'ai mise qui m'a hanté pendant toute l'écriture du livre, où on voit, je cours sur mon frère, filmé par mon père, et je cours sur une plage, et c'est au ralenti, en Super 8, donc ça a tout de suite cette texture. Et en fait, mon frère tombe, et c'est une image qui m'a suivi tellement. Et quand je la voyais il y a 10 ans, je ne pouvais même plus la regarder. Et maintenant, je la regarde et j'arrive à retrouver de la joie. Et c'est vrai que c'est un moment d'exultation. Ces 2 enfants, mais de solaire. Enfin, mais la chute de mon frère, il est l'aîné, il est devant au début de la course, il chute, il tombe, et après il essaye de me rattraper. C'est comme s'il devenait mon ombre. Et moi, je prends la lumière. Donc, je sais pas, j'espère que les années à venir... J'ai une très grande... Je dirais que, ça dépend beaucoup de quelle lumière on parle. Si c'est une lumière de vie, de joie, je prie tous les soirs pour ça en méditant. Si c'est la lumière vous voyez ce que je veux dire, de oh là là, il est très connu, etc. Ça me terrifie encore. Et c'est une lumière qui m'a fait très peur très, très tôt. Et j'essaye de trouver le bon endroit. Et dans cette époque, c'est très dur. Parce qu'on vous montre beaucoup dès lors que... Enfin, on veut vous montrer. Enfin, l'époque est très... et c'est très dur de rester dans la juste lumière, en fait. En même temps, vous dévore votre... Ouais, on la perd, en fait. Les gens s'usent. C'est comme s'il est... Et donc, il faut garder cette lumière autre, en fait, qui est là, quoi. Qui est un truc vraiment de puissance de cœur et pas d'ego, quoi. Mais oui, j'ai ça. Enfin, on me disait ça quand j'étais enfant, en disant que j'étais celui qui, voilà, je riais beaucoup, quoi. Mais après, j'avais tout perdu. Là, ça revient doucement. J'espère surtout que je vais transmettre, parce que moi, mon souhait, c'est ça, c'est pour les poursuivants, quoi. C'est de leur donner une énergie plutôt que dans Oublier, trahir, puis disparaître. C'est pour ça que pour moi c'est aussi un si joli livre, c'est que c'est vraiment l'histoire d'un vieil Européen qui essaye de préserver cet enfant qui a une énergie, même une sauvagerie en fait, et disant mais voilà, va vers cette vie sauvage, quoi, vas-y, c'est ce dont on a tous besoin. C'est pas sa vie nouvelle, c'est notre vie nouvelle. On va peut-être s'arrêter et on va vous laisser lire ce livre qui est un chant. Vraiment, c'est peut-être le plus beau livre de la rentrée littéraire, en tout cas dans ceux que j'ai lus. C'est vraiment magnifique. Donc vraiment, voilà, nous n'avons rien dit. Oubliez ce qui a été dit et mettez-vous à lire. Oui, c'est ce que je crains toujours. Thésée, sa vie nouvelle. Il faut lire et lire surtout. Parler, c'est bien. Lire surtout. Merci en tout cas de votre écoute. Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo est paru aux éditions Verdier. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 19 septembre 2020. Camille de Toledo est aussi l'auteur, entre autres, de L'inquiétude d'être au monde, Oublier, trahir puis disparaître, et du roman graphique paru chez De Noël en 2018, Herzl, une histoire européenne, réalisé avec le graphiste et illustrateur Alexander Pavlenko.